Pour certains, vous m'avez déjà vu hier dans un cadre MES. Il faut savoir que dans l'acquisition de données en industrie, il n'y a pas forcément du MES pur avec des ordres de fabrication, avec de la documentation. Il y a également tout un pan de volet qui est plutôt orienté énergie. Donc ça veut dire qu'on va capter les valeurs dans les automates industriels et on va pouvoir donner à disposition de décideurs des données beaucoup plus orientées optimisation énergétique que productivité ou traçabilité. Donc j'ai proposé aux clients séchés Valo-Loire de venir témoigner. Ils sont des parfaits représentants de ce qu'on peut faire de mieux dans la partie acquisition de données énergie et ils vont vous expliquer jusqu'à quel point ça peut servir, jusqu'à quel point c'est recyclé et combien de personnes ça concerne dans la ville de Nantes. Au-delà de l'industrie que eux représentent, il y a plein de bénéficiaires, usagers qui bénéficient de cette technologie. Voilà. Lou et Franck, je vous laisse la main. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Eh bien, bonjour à tous. Lou, je suis chargée de communication sur Valo-Loire. Donc, pour vous expliquer, Valo-Loire, c'est le centre de traitement et de valorisation des déchets de la métropole nantaise et qui est géré par le groupe Séché Environnement. Pour vous présenter le groupe Séché Environnement, c'est un groupe industriel français qui existe depuis 40 ans, depuis 1985, et qui travaille dans la gestion de tous les types de déchets. Sur l'année 2024, ils ont valorisé 1375 gigawatts d'énergie en 2024, et ce qui correspond à peu près 300 000 en équivalent, 300 000 foyers en France. Et ce groupe représente 7 300 salariés à travers le monde, dont à peu près 3 000 sur le sol français. Séché Environnement a un objectif de net zéro émission des gaz à effet de serre d'ici 2050. Il y a une erreur. Et donc, entre 2020 et 2024, ils ont déjà diminué de 11% leurs émissions de gaz à effet de serre, avec un objectif pour 2040 de diminuer de 25% ces émissions, pour arriver en 2050 à un zéro émission de gaz à effet de serre. Pour vous présenter les activités du groupe Séché Environnement, donc il travaille dans la référence de tous les types de déchets. On va retrouver les déchets non dangereux. Il y a différentes façons de les traiter. Ça peut passer par l'incinération ou encore le stockage, la fabrication de CSR, etc. Il existe également la gestion des déchets dangereux, donc tout ce qui va toucher aux physico-chimiques, régénération de solvants, etc. Et le groupe Séché Environnement a également une partie service, avec notamment les urgences environnementales. Donc, quand la cathédrale Notre-Dame a brûlé à Paris, c'est une unité spécifique au groupe qui est allée directement sur le site pour le dépolluer. Pour vous présenter le groupe, Séché Environnement dispose de 120 sites industriels dans le monde, dont 9 pays stratégiques comme le Pérou, le Chili, l'Afrique du Sud ou encore Singapour. Et au niveau français, dispose de plus de 50 sites industriels, principalement situés au niveau nord-ouest, puisque le site historique est situé à Changé, dans la Mayenne. Pour vous présenter plus précisément les activités de Valo-Loire, Valo-Loire, c'est une délégation de service public. Donc, le propriétaire est Nantes Métropole, avec Séché Environnement comme gestionnaire. Séché Environnement en est le gestionnaire depuis 2012 et ce contrat a été renouvelé le 1er avril 2025 pour une durée de 20 ans qui impose la construction d'une nouvelle usine qui aura la capacité de recevoir plus de déchets et qui sera aussi plus performante du côté énergétique. Au niveau des déchets que l'on reçoit sur Valo-Loire, on va recevoir principalement les déchets de Nantes Métropole, mais également des autres collectivités environnantes, comme Cap-Atlantique, c'est toute la zone autour de Saint-Nazaire, Grand Lieu Communauté, etc. On reçoit également des déchets d'industriels. Et enfin, on reçoit les déchets hospitaliers qui proviennent principalement des cliniques et des hôpitaux de toute la zone Bretagne, Pays de la Loire et Poitiers. Pour vous présenter un petit peu le site, on est 41 salariés, dont à peu près une trentaine directement en opération.
on est autorisé à recevoir 170 000 tonnes de déchets. Et sur l'année 2024, on a valorisé à peu près 125 000 tonnes de déchets en matière et en énergie. Au niveau des activités de Valo-Loire, on dispose de 3 activités principales. Donc, on va avoir un quai de transfert des collectes sélectives. Les déchets recyclables arrivent directement sur notre site pour être rechargés dans des semi-remorques pour partir sur le centre de tri de la métropole nantaise. Ce système a été mis en place pour réduire la circulation aux alentours de l'agglomération. En deuxième, notre activité principale, ça va être l'atelier UVE, donc l'unité de valorisation énergétique. On va recevoir à cet endroit-là les déchets ménagers et les déchets industriels. Et ça représente les 125 000 tonnes de déchets qui ont été valorisés en 2024. Et enfin, on a un atelier spécifique aux DASRI. Donc les DASRI, c'est les déchets d'activité de soins à risque infectieux et qui viennent principalement des cliniques et des hôpitaux. Et ça représente à peu près 5 000 tonnes de déchets qui ont été valorisés en 2024. Bon, tout ce qui est pour la partie valorisation énergétique des déchets, ces déchets sont valorisés sous 2 formes. Par le biais d'un réseau de chaleur urbain qu'on a au niveau de la métropole et également par de la production électrique. Donc, au niveau du réseau de chaleur urbain, il fait à peu près 88 km et Valo-Loire fournit à peu près 57% des besoins de ce réseau pour alimenter pas mal de bâtiments tertiaires comme les établissements scolaires, les universités, les centres de soins, les gares, les piscines, etc. Ouais, bonjour, moi je suis Franck, donc je suis le responsable process. Donc du coup, au niveau de la valorisation énergétique, on pourrait se dire aussi au niveau du réseau, au jour d'aujourd'hui, 57%, c'est encore pas énorme. Ce qu'il faut voir, c'est que l'usine, à la base, elle date de 86 et que tous nos équipements, au jour d'aujourd'hui, sont de cette époque. Donc on a un échangeur de 36 MW qui vient approvisionner, depuis cette date-là, le réseau de chauffage urbain de Nantes. Ce réseau, on le voit bien, il est passé pratiquement de cette époque-là où il y avait autour de 20 km de réseau en fait, pour distribuer la quantité de chaleur dans Nantes. Donc tous les abonnés, les hôpitaux, les CHU, et puis quelques grands immeubles, des grands quartiers, Malakoff ou autres. Donc en fait, la valorisation énergétique, elle a été mise en place par Nantes Métropole, notre client, depuis déjà énormément longtemps, avec un outil de production qui est celui-ci. Et donc Séché, quand il a pris le contrat, du coup, au niveau de 2012, il y a une quantité de chaleur qui n'était pas utilisée. Ce qu'il faut voir, en fait, sur toute la partie énergétique, c'est que comme on valorise, en fait, l'énergie dans le réseau de chauffage urbain, étant donné qu'il y a des saisons, il y a toute une quantité de chaleur, en fait, l'été, qui était disponible mais pas utilisable, même si certains hôpitaux, c'est des quantités qui sont énormes et produire de la vapeur pour la désinfection, mais cette quantité n'était pas utilisable. On était aussi obligé du coup de l'envoyer une partie à l'atmosphère dans des aéros parce que le premier métier, il est quand même d'incinérer, de réceptionner les quantités de déchets qui arrivent des différentes populations environnantes. Et si on ne dissipe pas cette énergie dans des aérothermes, on va revenir l'eau surchauffée, on est en eau surchauffée, qui ne va pas être utilisée sur le circuit urbain, on va revenir chaud, ça va faire comme dans notre chaudière chez nous, et du coup, le gaz chez nous, il ne se déclenche pas, et nous, en fait, la température des fours baisse. Et pour autant, on se doit, dans notre client, de brûler cette quantité d'énergie. Donc ce que Séché a mis en place lors de 2012, c'est que cette quantité de chaleur, donc du coup, qui va être pouvoir utiliser que pendant l'été, elle est dissipée dans les aéros pour des conditions de sécurité, quand même, toujours, s'il y a des sécurités sur les fours. Et du coup, on a mis en fait un système qu'on appelle un ORC. C'est un processus qui est basé en fait sur le cycle de Rankine, Organic Rankine Cycle. En fait, c'est le cycle frigo en fait à l'envers. Et en fait, cette machine-là va nous permettre de bypasser en fait l'eau qui arrivait
dans les aérothermes, on ne va pas les dépasser, et on va se servir de cette eau surchauffée qui a des quantités beaucoup plus faibles pour aller vaporiser en fait un fluide dit frigorigène pour produire de l'électricité. Et donc ça, c'est que quand la période de chauffage n'est pas adéquate, ou des périodes intermédiaires de mi-saison, avril ou septembre, comme on est actuellement. Alors on pourrait se dire, c'est vrai que ces appareils-là, ce ne sont pas des appareils qui ont des rendements énormes, c'est 13%. C'est énorme sur des coûts d'exploitation, mais au niveau énergie et pollution, on dit qu'il faut toujours faire mieux. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, de toute façon, cette énergie aurait été dissipée dans l'atmosphère. Donc ce système-là, pour nous, il est très simple par rapport à une turbine à vapeur. C'est que, comme notre premier métier au niveau énergétique, c'est de fournir le réseau de chauffage urbain, lui-même, sur la journée, il n'est pas du tout le même en fonction des quantités de chaleur ou en fonction des gens qui sont sur place, des bâtiments, des industries, ce que l'on fait au niveau des hôpitaux. Donc, on se doit en priorité, et c'est dans notre contrat, de fournir ça. Donc, il nous faut aussi un équipement qui peut changer de régime pratiquement à l'instant T, ce qu'on ne peut pas toujours faire en fait avec une production électrique de vapeur. Donc, sur cet équipement, c'est ça. Donc, cet équipement-là nous permet de faire cette électricité ici. Voilà. Donc c'est l'équipement qui a été mis en place pour valoriser l'électricité. Du coup, dans ce cadre-là, et comme il a fallu aussi qu'on passe les référentiels 50001, vous dites bien aussi bien que pour notre client Nantes Métropole, on doit prouver heure par heure en fait la quantité d'énergie que l'on fournit est bien en adéquation avec ce qui est développé, dissipé en fait par nos confrères en fait un Engie qui eux s'occupent de toute la quantité de chaleur sur le réseau de chauffage urbain. Et donc pour ce faire, on s'est servi en fait d'outils que Stéphane connaît bien puisqu'on les a achetés chez lui, parce qu'en fait gérer l'énergie c'est compliqué. C'est compliqué et c'est toujours un peu subjectif. C'est un peu pareil chez soi dans sa maison, on dit il fait plus chaud qu'hier, il fait moins chaud, il fait moins froid. On voit les chaudières qui démarrent pas. Et à part la facture de gaz ou d'électricité, c'est un peu difficile au niveau des référentiels. L'avantage de ces outils qui ont été mis en place, c'est qu'on va pouvoir suivre et remonter toutes des données qui servent normalement à la conduite des installations pour établir en fait une vue globale et une vue avec un peu plus de recul pour voir les paramètres. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour les parties de température que parlaient aussi les personnes qui sont intervenues à côté, la saison est chauffe, il y a ce qu'on appelle les DJU, que pour les gens qui connaissent de l'énergie, ce qui s'appelle les degrés jours unifiés. Ce sont des données officielles qui sont données par des stations météo locales. Généralement, c'est les aéroports. Pour nous, à Nantes, c'est Bougnay. Et en fait, ce sont les valeurs de référence. Pour nous, c'est 18 degrés qui disent est-ce que ce jour-là, on aurait dû chauffer un peu, pas beaucoup ou vraiment beaucoup. En fait, le chiffre, il est officiel et on va pouvoir se servir de ce chiffre-là pour évaluer le climat en fait, qu'il a pu faire sur ce mois-ci ou sur cette année-là. Et du coup, en mettant des outils qui vont pouvoir, on va rentrer là du coup des données qui viennent d'autres systèmes, on va pouvoir aussi mettre des données dedans. Qu'est-ce qu'on a pu faire aussi au niveau du système? Parce que quand on est aussi dans des dynamiques d'amélioration continue, de perte, et il faut aussi que l'on puisse tracer ces opérations. On a pu modifier des programmes, on a pu faire des ajustements, et on a aussi une variable qui est très importante, en fait, c'est le vivier de déchets. Le vivier de déchets, en fait, il n'est jamais le même d'une journée à l'autre. Et depuis la création de l'usine, le vivier de déchets, encore heureux, il a beaucoup évolué, puisque toutes les éparations de tri qui sont mises en place font que les quantités de plastique, les quantités d'autres déchets qui étaient avant dans les poubelles ne sont plus dedans. Donc le vivier en fait, de déchets qui arrivent tous les jours et au fil des années, et c'est tant mieux, ça veut dire que le tri il est en place, et ben le pouvoir calorifique du déchet il change. Donc en mettant des outils de traçabilité comme ça, on va pouvoir récupérer des données avec des choses qui sont bien précises, qu'on va pouvoir comparer pour que l'on puisse évaluer avec Nantes Métropole notre performance énergétique et faire des améliorations en fait en continu sur la conduite.
Tout à l'heure, Franck nous parlait de la variation des déchets et depuis 1 an et demi, on est aussi soumis à des gros problèmes dus, vous avez sûrement dû en entendre parler, aux bouteilles de protoxyde d'azote qui sont utilisées chez les jeunes en tant que gaz hilarant. Et donc nous, ces bouteilles arrivent directement dans nos fours et explosent. Et ce qui crée pas mal de casse matérielle avec des soucis d'exploitation réguliers. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2024, on était sur 254 explosions. Et là, à fin septembre 2025, on est déjà sur 505 explosions recensées. Donc c'est un chiffre qui est en grande hausse. Ça veut dire que de plus en plus de protoxyde d'azote est consommé chez les jeunes. Et nous, derrière, ça crée aussi encore plus ce besoin d'ajuster notre exploitation. Et donc, je vais en profiter également pour vous en parler parce que c'est un grand fléau et qui est de plus en plus utilisé chez les jeunes. Du coup, pour rebondir un petit peu aussi là-dessus, pour donner aussi une ordre d'image, du coup, dans la continuité de service, en fait, on a 2 arrêts techniques normalement dans l'année. Un pour chaque ligne de production, on a 2 fours. L'année dernière, on a été obligé de faire 11 arrêts supplémentaires avec quasiment les mêmes pièces à changer que l'on fait normalement sur un entretien. Donc c'est pour essayer aussi de donner. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, on a aussi des interruptions de service. Ça tombe aussi pendant les périodes d'hiver. Donc ça veut dire que là, c'est le relais. Ce sont les relais de chaudière, biomasse ou autres qui vont être obligés d'être mis en place. Donc c'est vraiment pas anodin non plus sur le rendement énergétique complet de l'installation avec le réseau de chauffage urbain, quoi. Au tout début de ma présentation, je vous ai expliqué que le nouveau contrat que nous avons avec la métropole nous impose la construction d'une nouvelle usine qui devrait voir le jour en 2029. Et je vais vous présenter un petit peu les performances énergétiques qui sont prévues. Donc à l'heure actuelle, on dessert 57% du réseau de chaleur urbain de la métropole nantaise. Donc on est sur à peu près 187 000 mégawatts. Avec cette future usine, on aura une augmentation de 56% qui permettra de fournir au réseau de chaleur urbain 75% de ses besoins. Et du côté de l'électricité, à l'heure actuelle, on produit de l'électricité seulement en période estivale, puisque le réseau de chaleur urbain est utilisé seulement pour les besoins sanitaires durant cette période-là. Et donc, à l'heure actuelle, on est sur un équivalent d'à peu près 1000 foyers. Et avec cette nouvelle usine, on passera sur de la production électrique annuelle et qui représentera à peu près la consommation de 25 000 foyers. Et pour finir, Val-au-Loire, c'est un site qui est ouvert au grand public et donc pour présenter les valorisations des déchets possibles et comment sont traités nos déchets que nous avons chez nous. Et donc nous recevons à peu près 800 visiteurs par an de tous les domaines, que ce soit scolaire, grand public, etc. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Donc on vous invite grandement à prendre contact du coup avec Lou. N'hésitez pas, ça peut être au sein d'une entreprise complète, ça peut être des groupes en fait, et elle va soit vous raccrocher à un groupe ou animer une visite spécialement pour votre entreprise s'il y a assez de participants. Sur la partie implémentation des outils que effectivement j'ai pu fournir, quels ont été les principaux obstacles, freins au déploiement du digital dans ton entreprise, Franck? Qu'est-ce qui n'a pas été si facile que ça à faire, parfois au-delà de la technique? Mais bien souvent, déjà, il faut initier les gens, parce qu'on a une population aussi de personnes, et moi ou autres, qui n'avons pas l'habitude d'utiliser tous les systèmes, Windows ou autres que l'on a, parce qu'en fait, on utilise principalement ce qu'on appelle des progiciels, normalement, pour la conduite d'installation. Donc, c'est vraiment décodé. Il n'y a vraiment pas besoin, en fait, d'avoir aucune notion en informatique. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut, en même temps, former les gens avec des outils qui sont abordables, en fait, au niveau
de la préhension du produit pour la conduite, quoi. Ok, est-ce qu'il est facile de convaincre les directions de partir dans cette démarche de digitalisation? Alors la volonté, elle y est toujours parce qu'on a besoin de plus en plus de traçabilité, parce qu'on a aussi les 5 référentiels qu'on a parlé, donc la 18001 pour la sécurité, la 14001, on a la 50001 et la 9001 pour la qualité. Donc les outils, on se doit et on a besoin de le mettre au jour d'aujourd'hui pour aussi suivre ça. Les outils par eux-mêmes, on les détourne parfois, ce qui est mon cas, voilà, avec le partenariat du constructeur. C'est ça, au niveau des outils, qui est un peu compliqué. Et après, c'est la construction au quotidien. Il faut vraiment pas se bloquer. Il y a toujours un investissement financier. Donc, c'est pas facile au niveau de la balance de dire, voilà, ça correspond à tant, il va y avoir tel investissement, qu'est-ce que l'on va faire? Est-ce que ça vaut le coup de le mettre que pour la 50001? C'est la question en fait qu'on s'est posée en 2018 quand on a mis le premier outil. Est-ce que l'achat de cet outil va nous permettre, va être rentabilisé sur le suivi d'une 50001? Si on part comme ça, on dira non, c'est sûr. Pour autant, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que va apporter cet outil après au quotidien. Qui dit tracé, quand l'outil il est bien fait, on le détourne et on va s'en servir pour pas simplement faire les tableaux de bord que l'on doit pour réussir ces ISO. On va les faire évidemment pour notre client Nantes Métropole, mais après c'est de détourner cette partie-là qui pourrait servir à la limite, on pourrait dire que de la partie administrative. Comment on peut faire pour que l'image que l'on rend pour nos clients en fin de mois puisse être presque en dynamique pour le personnel de conduite? Parce que c'est eux qui conduisent les fours. Se rendre compte de dire, le mois dernier, on a fait ci, on a fait ça. Les DJU aussi, que je disais tout à l'heure, la température. Et on a réussi à construire des fichiers qui sont le reflet sur quelques heures, ou voir la journée, s'il veut consulter l'impression, est-ce que j'ai bien conduit mes fours avec ce que j'avais comme ordure la veille? Et c'est ça, c'est de faire des aménagements et des parallèles pour qu'on ne... aussi pour nous à la conduite, ne pas attendre d'être arrivé en fin de mois ou en fin de semaine de l'image, est-ce qu'on a bien travaillé? Voilà. Okay. Tu as utilisé les outils productifs aussi pour la norme, mais également pour rendre les chiffres de façon légale à la mairie de Nantes, à l'agglomération. Oui. J'ai posé la question hier au témoin Manitou qui m'a dit: oui, Stéphane, j'ai gagné de l'argent avec vos outils. Est-ce qu'il y a une rentabilité financière chez vous, dans votre démarche, à utiliser ce type d'outils? C'est évident, parce qu'en fait, le chiffré, on le voit sur le taux de disponibilité. Voilà. Donc on parlait des explosions tout à l'heure. Normalement, chaque année, on devrait être entre 97 ou 98% de disponibilité de l'outil de travail. Entretien compris. Avec les protoxydes, donc du coup on est tombé quasiment à 94-95. Donc mettre en place des outils, analyser, pouvoir corréler aussi. L'avantage de ces outils-là, c'est qu'on va aller chercher des données qui sont dans différents compartiments, qu'on ne pourrait pas, et autrement comparer sans faire des relevés manuels ou autres. Ces outils vont servir à collecter et à rendre au même moment, au même endroit, les données. Ce qui va permettre en fait après de s'en servir dans les analyses pour les comparer. Ah tiens, il y avait ci. Ah oui, mais ce jour-là, on a fait ça. Mais la première semaine d'avril, on a l'impression qu'il fait froid. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il ne fait pas plus froid que l'année précédente, ou c'est la même qu'il y a 3 ans. Donc ces outils-là nous permettent de corréler et de confronter des données sans qu'il y ait d'approximation en fait. Ok, merci beaucoup.